ces interpellations après la mort de Quentin. Et les images que nous produisons ce soir témoignent du caractère particulièrement insoutenable de ces hommes. Je ne sais pas si on peut voir les images de la bataille de rue, puis ensuite de la scène évidemment, où on comprend qu'il y avait deux groupes qui se sont retrouvés là. Et vous utilisez un mot très intéressant, vous dites il y a une forme de duel, c'est-à-dire ces groupes extrémistes, ils cherchent, non seulement ils se battent, mais ils se donnent presque rendez-vous pour se battre. Alors, depuis les Apaches, il y a 100 ans, qui se surinaient au couteau, il y a 3 types d'affrontements entre groupes. La rencontre fortuite, c'est le cas de la mort du jeune Clément Méric, militant antifa assassiné par des militants FA, on va faire simple. Il y a le duel organisé, c'est-à-dire on se rencontre à heure fixe, à un moment particulier pour montrer ses muscles et montrer qu'on est des hommes des vrais, comme diraient les virilistes de service. Et puis, il y a le moment du guet-apens. L'épisode que nous voyons ici, et grâce aux images de TF1, je tiens à saluer l'extraordinaire travail, non seulement de Raphaël Maillochon, que vous avez vu tout à l'heure, mais aussi de vos équipes, a montré qu'on pouvait constater qu'il y a plusieurs épisodes dans cette affaire. D'abord, il y a l'épisode Sciences Po. Sciences Po, une banderole, des petits mouvements d'agitation, rien de dramatique. Beaucoup plus loin, et pour des raisons incompréhensibles, les deux services d'ordre, ou de désordre, se réunissent dans une logique qui n'a rien à voir avec l'entrée ou la pas entrée de Rima Hassan. C'est ce qu'on voit ici à l'image. Voilà. C'est ce qu'on voit ici à l'image, qu'on comprenne bien. Loin. C'est plusieurs centaines de mètres. Donc, ça n'a aucun sens si la logique est soit de forcer l'entrée de Sciences Po, soit d'empêcher l'entrée de Rima Hassan à Sciences Po. C'est autre chose qui se produit. Expliquez-nous bien, vous avez tellement travaillé avec les forces de police, ce qu'on voit ici, le fait qu'ils ont, moi j'ai appris ça, je ne sais pas si c'était des points coquets, c'est-à-dire des points qui sont renforcés pour évidemment et le point américain mais intégré dans le gant. Voilà, ça, plus les bombes, plus des barres de fer, etc. Alors on voit, il y a deux groupes, il y a les habits clairs et les habits foncés, mais en gros, ils sont arrivés préparés à ça, d'après vous. Le problème, c'est l'endroit. C'est soit ils se rencontrent, c'est fortuit, ça n'a pas de sens. Soit ils se sont donné rendez-vous ici, comme il y a des tas d'endroits où les supporters, les ultras du football, les groupes de cités, comme on dit, se retrouvent. Il y a par exemple des endroits où entre le RERB et le RERD, il y a une zone où chacun vient montrer ses points, montrer ses muscles et régler ses comptes. Soit c'est un guet-apens organisé qui nécessite un niveau d'information suffisant. Mais en tout état de cause, on est là dans un processus qui est assez traditionnel, barre de fer, etc., mais qui avait été civilisé par l'entrée en politique de militants beaucoup plus radicaux et beaucoup plus aptes à donner du point. Dans les années 70 et 80, les bagarres autour d'Assas ou de Tolbiac étaient une réalité physique et les militants passaient leur temps à courir dans tous les sens au nom de la future attaque ou du fait que, entre guillemets, des fachos allaient arriver ou des gauchos allaient arriver. C'était la tradition. Elle s'est atténuée et en fait on est un peu nostalgique ou amnésique de cette période. Nostalgique pour les uns, amnésique pour les autres. Mais en fait ce qu'on ne comprend pas, c'est la logique révolutionnaire qui va derrière. On a un manque de culture de la réalité et ça c'est la culture du millénaire dernier. En fait l'affrontement physique, la capacité à montrer les points, à défendre la classe ouvrière pour les uns ou la bourgeoisie supposée pour les autres, c'est un enjeu majeur d'organisation mentale. Les groupes organisés le font pas par hasard ou seulement pour la violence. La violence est un instrument de la politique par d'autres moyens. Est-ce qu'il y a une fascination ? Je termine. Et il y a un côté initiatique. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, pour montrer que vous êtes un vrai militant, que vous êtes vraiment engagé, eh bien vous passez à la phase initiatique. Et la phase initiatique, c'est votre première bagarre, votre première baston. Je crois, l'enquête le dira, je ne suis que dans l'hypothèse, mais je crois par expérience très ancienne de mes jeunes années à Tolbiac, justement, que nous sommes plutôt dans cette phase, c'est-à-dire une phase de confrontation par duel qui ensuite dégénère. Et on voit bien d'ailleurs qu'une quinzaine ou une vingtaine de jeunes gens rencontrent une quinzaine ou une vingtaine d'autres jeunes gens, mais que l'élimination physique, le lynchage, le meurtre, qui n'est pas un assassinat, du jeune Quentin est l'action de quelques-uns qui, dans leur folie meurtrière, l'instinct de mort, ce moment où l'effet de groupe
impulse une telle volonté de tuer. Expliquez ça, et s'il vous plaît. c'est l'élément qui est le plus important. Image à l'appui. La bagarre est une bagarre. Voilà, expliquons ça. Là, on a la bagarre. Bon, maintenant, c'est une bagarre. Attendez. C'est une bagarre de groupe. Alain Brouillard. Appuyez-vous sur les images, s'il vous plaît. Passons à l'autre image. Ça, c'est de la bagarre, comme vous dites. L'autre image, c'est le moment où, dans une rue adjacente, si j'ai bien compris, se Il vous passe reste autre chose. un tout petit groupe contre un groupe encore plus petit. Il n'y a plus d'effet de groupe, il n'y a plus d'effet de masse, il n'y a plus d'enjeu. Là, vous avez les plus motivés ou les plus barbares qui décident de régler leur compte. Ils ont l'effet de nombre, on a les coups de poing, c'est déjà pas terrible, mais ce qui est l'élément essentiel, central, ce qui change tout, c'est le coup de pied dans la tête. Là, vous passez à autre chose. Le coup de pied dans la tête est une volonté meurtrière, en tant que telle. Tout le reste, c'est une bagarre. On peut en dire ce qu'on en veut, c'est pas bien, nous sommes en démocratie, on devrait préférer le dialogue à la bataille, la parole à la baffe, tout ce que vous voulez. Le coup de pied dans la tête est un acte meurtrier. C'est un acte meurtrier par nature, parce qu'on sait ce qu'on fait. C'est le chef d'accusation d'homicide volontaire. Alors, pas seulement, l'homicide volontaire peut être aussi le point coquet, la multiplication des coups de poing. Vous avez vu que dans un cas, il y a une demi-douzaine de coups de poing répétés sur une quinzaine ou une vingtaine de secondes. Quand vous avez quelqu'un à terre, il est déjà à terre. S'il ne réagit plus, vous n'avez pas besoin de lui rajouter 5 coups de poing. Donc, il faut voir, la médecine légale va donner des éléments. Ce que je crois important de constater, c'est surtout le coup de pied dans la tête. Le coup de pied dans la tête, alors que tout est fini, qu'on voit cet individu revenir et le donner comme un coup de grâce. Là, vous êtes dans autre chose. Et c'est ça qui est l'enjeu, je crois, le plus important, c'est l'identification spécifique de l'auteur du coup de pied dans la tête. Tout le reste est un effet de groupe avec une responsabilité collective, un acte général, ce qui explique à la fois l'ampleur des interpellations et des renvois, et on verra qui est renvoyé pourquoi, dans quelles conditions, etc. Des reconnaissances, si ce n'est de culpabilité, en tout cas de participation. Il faut saluer l'effet de certaine honnêteté, enfermée, cornérisée dans un coin. Le principal intéressé a reconnu les faits, mais l'enjeu, je crois, est de comprendre bien que l'effet de groupe, c'est d'abord un effet de confrontation sous une forme de duel antique revisité, modernisé, et surtout le coup de pied dans la tête qui est un acte volontairement meurtrier. Expliquez-nous la technique de la police, puisqu'elle a attendu plusieurs jours. D'ailleurs, les journalistes impatients, comme d'habitude, disaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas d'interpellation, c'est étrange et tout. Et elle a attendu plusieurs jours, et dit-elle, en observant ces images, en analysant les conversations téléphoniques, pour avoir un coup de filet. Pourquoi ? D'abord parce qu'il fallait arrêter tout le monde, il fallait repérer tout le monde. Une partie de ces gens ne sont pas restés à Lyon en attendant la police avec la corde au cou, ils ont fui. Certains ont fui avec des complicités, ce qui explique qu'il y a des complices dans cette affaire, 3 au moins. Il y a aussi des gens qui étaient là, certains qui ont filmé, dont on n'a pas encore les images, notamment des téléphones. Donc la police fait un travail minutieux, précis, dans le cadre du code pénal, et qui n'est pas celui de la vitesse TikTok ou de la volonté des journalistes d'avoir tout de suite sur place. Vous avez raison, il venait de plusieurs lieux. Les interpellations proviennent notamment, il y en a dans l'Aisne, en Haute-Loire, en Isère, en banlieue lyonnaise évidemment, et dans la Drôme. Oui, donc ils n'étaient pas tous sur place, et donc la police a très bien fait, assez rapidement, et dans des conditions tout à fait remarquables, son travail. Maintenant, c'est la justice qui va faire le sien, identifier qui est responsable de quoi, et grâce aux images, et il faut saluer le travail qui a été fait, notamment les ABCDEF qui ont été montrés tout à l'heure, c'est un élément extrêmement important pour l'identification de spécifiquement qui fait quoi. Et dans cette affaire, vous avez plusieurs cas, la bagarre générale qui est une bagarre générale, la bagarre réduite à un nombre moins important, et les moments où vous avez cette agression particulière à multiples coups de poing, et voir s'ils sont coqués ou pas, notamment avec le débat, savoir s'il y avait un point américain ou autre chose, et surtout le coup de pied dans la tête. Vous connaissez bien la technique policière, même quand on entre dans le détail, c'est très intéressant. La vague d'arrestation était programmée pour l'aube, 6h du matin, pour cueillir tout le monde le matin. Et puis il y a eu une accélération. C'est l'heure légale. C'est l'heure légale. C'est l'heure légale, c'est ça. Le dossier étant tellement sensible, il a été décidé de procéder dès la fin d'après-midi, donc il y a eu une accélération des interpellations simultanées. Oui, parce qu'ils en avaient la possibilité, le moyen. Probablement, ils ont réussi à localiser ou géolocaliser des gens. Il y a eu beaucoup de moyens de police technique et scientifique, un très grand travail de renseignement humain. Il faut saluer le travail et du renseignement territorial et du renseignement intérieur, mais aussi la
police judiciaire dispose de ses propres informateurs et indicateurs. La police est en général très bien informée. Pourquoi n'était-elle pas là au moment le premier affrontement? Elle n'était pas au bon endroit. J'ai entendu le député Lecoq, le FI, qui disait où était la police. Alors d'abord, on ne peut pas à la fois demander de dissoudre la police et réclamer qu'elle soit présente. Je dis ça parce que ici, j'ai beaucoup de respect de temps en temps, et notamment pour Jean-Luc Mélenchon, que je connais depuis longtemps. On va dissoudre la police parce qu'elle tue. Mais où était la police quand elle est supposée ne pas avoir été là, est une contradiction qu'il faudra qu'il résolve un jour. Enfin, soyons honnêtes, il n'est pas pour la suppression de la police. Pardon, hein, j'entends beaucoup les déclarations des parlementaires LFI sur cette question. Il y a des moments où ils sont très favorables à la dissolution, la suppression. Enfin, il y a un débat sur la police qui visiblement leur pose un problème existentiel. Bon. Mais au-delà de ça, la police, elle était là pour protéger Rima Hassan à Sciences Po. Elle était donc présente là où il fallait qu'elle soit. Est-ce que la police pouvait anticiper que 500 mètres plus loin, il y aurait un duel, un guet-apens ou une rencontre fortuite? Visiblement non, puisque la confrontation a eu lieu là où la police était, à l'endroit où elle pensait qu'elle allait avoir lieu, et le débat a été... À quel moment elle a compris qu'il se passait quelque chose ailleurs, quelque chose qui se passe en quelques minutes. Je précise d'ailleurs que le jeune Quentin ne meurt pas sur place, comme ceci a été indiqué, parce qu'il se relève aidé par un de ses camarades et qu'il va mourir 1,5 km plus loin, quand les effets de ce qu'il a subi auront atteint leur degré paroxystique. Donc il y a un enjeu particulier, c'est que la police a plutôt bien fait son travail en protégeant l'endroit qu'elle devait protéger, plutôt bien fait son travail en interpellant les auteurs. La question centrale, c'est pouvait-elle imaginer qu'il y ait en même temps, et 500 mètres plus loin, cette rixe, confrontation, rencontre, duel, affrontement. La réponse, elle ne peut pas être partout, tout le temps. Est-ce qu'il y a un attrait de la violence? Je me rappelle Furet, immense historien, on lui disait pourquoi vous avez été stalinien? Et puis d'habitude, les gens disaient je me suis trompé, peut-être. Et lui disait non, j'ai été stalinien parce que j'étais fasciné par la violence. Les horreurs ne m'ont pas dissuadé d'être stalinien, c'est au contraire parce qu'il y avait des horreurs que je me suis dit voilà, ça c'est une vraie idéologie. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça? Les deux groupes qui s'affrontent ont des idées révolutionnaires. National-révolutionnaire pour les uns et socialo-révolutionnaire ou communausto-révolutionnaire pour les autres. Le processus révolutionnaire est un processus violent. La violence est un élément naturel de la confrontation. Ce ne sont pas des démocrates, ce ne sont pas non plus des républicains, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'ils se situent. Les uns considèrent qu'ils sont une garde prétorienne, les autres considèrent qu'ils sont le mouvement du chaos pour remplacer la vieille société pourrie de toutes les haines recuites qui existent un peu partout. Je crois que c'est Renaud Pilat qui disait ça très bien tout à l'heure. En fait, il y a un moment où la déstructuration de l'univers social fait que toutes les rancœurs, toutes les haines, ce que j'appelle la rageosphère, s'expriment aussi par les points. Quand les gilets jaunes deviennent des yellow black ou des black blocs, quand la revendication environnementale passe par une radicalisation violente sur le terrain, c'est qu'il se produit quelque chose. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un retour de la violence. Et dans ce retour de la violence, il y a des individus spécifiquement qui ont un instinct particulier que j'appelle l'instinct de mort. Alors, le terme n'est pas de moi, mais il représente ça, c'est-à-dire que la mort est une sorte de réussite ultime, comme le martyr est une sorte de réussite ultime pour d'autres qui pratiquent d'autres violences politiques ou religieuses. Est-ce que vous admettez cependant, il faut toujours être prudent, qu'on peut être très extrémiste, même en parole, c'est un droit de démocratie libérale, hein, et puis qu'il y a un passage, on peut être même dans des groupes parfois limites, sans être pour autant ni fasciste, ni communiste stalinien, etc. Je connais des gens très énervés, très engagés, qui peuvent passer à la violence, qu'ils sont pour des raisons locales, agricoles, rurales. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'agressions d'élus locaux qui ne sont pas faites en raison de leur étiquette, mais parce qu'ils ont interdit un permis de construire, qu'ils ont empêché quelqu'un d'agrandir son terrain, etc. La violence politique, c'est pas seulement celle-là, c'est la violence généralisée qui s'est étendue dans le pays. Dans un ouvrage précédent qui s'appelle « Tu ne tueras point », vous m'aviez invité d'ailleurs, je rappelle que jamais on a autant tué dans ce pays entre homicides et tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés que l'année dernière. 2025 est la pire année des 50 dernières années en termes d'homicidité. La volonté de mort, la volonté de tuer. Le cas particulier de la jeune garde, puisque ce soir, il faut le rappeler, donc il y a
11 personnes qui ont été interpellées, parmi elles 2 assistants parlementaires de LFI, dont l'un est Jacques-Élie Favreau, l'assistant LFI de Raphaël Arnaud, qui reconnaît par la voix de son avocat des faits de violence et sa présence sur les lieux, mais il dit qu'il n'est pas l'auteur des coups qui ont donné la mort. Regardez ces images, puisque la jeune garde a été dissoute, donc on devrait dire théoriquement l'ex-jeune garde, mais Raphaël Arnaud, ce sont des images de nos confrères de Quotidien qui le montrent. Paul Gasnier. Voilà, plaisantait, oui, c'est Paul Gasnier, plaisantait un peu avec ça. Écoutez ce petit sonore qui en dit long. J'ai juste oublié de parler de la dissolution de la jeune garde. La boulette. Quand même. Non, mais comme vous savez, voilà, on a été dissous par Bruno Retailleau. Bon, on peut voir ça comme une médaille, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. On a aussi une table, alors pas de la jeune garde parce qu'officiellement on est dissous, mais de soutien à la jeune garde. Malin, hein. Du coup, sur laquelle on vend des t-shirts, on vend des stickers, etc. Voilà, bon, il le prend à la légère, etc. Alors, à la lumière d'aujourd'hui, évidemment, ça sonne tout différemment. Bon, toutes les organisations dissoutes se sont recréées. D'ailleurs, on a même un délit de recréation d'organisations dissoutes. Il n'y a pas de surprise particulière. Jamais aucun mouvement politique n'a disparu parce qu'il a été administrativement dissous. Il l'est parce que la situation politique change. Il l'est parce que la répression politique ou judiciaire permet de le faire, mais il ne le fait pas par l'opération du Saint-Esprit, même laïque. Je sais que nous sommes le mercredi des cendres, mais ça n'est pas un élément qui influe majoritairement sur la politique. Ce sont des gens extraordinairement engagés. Ce sont des militants, des vrais militants, et pas seulement des barbares ou des violents. C'est des militants avec une culture politique, une volonté politique dans laquelle l'idéal révolutionnaire justifie beaucoup de choses et parfois, pour certains d'entre eux, pas tous, justifie tout. Quelle idéologie les anime d'après vous ? La révolution, c'est pas très compliqué, ça a toujours été comme ça. Le choc des deux mondes, c'est la révolution. C'est depuis la Narodnaya Volia, en Russie, il y a 150 ans, où vous avez vu apparaître la violence nihiliste et la violence révolutionnaire comme outil naturel de changement de la société, avec une avant-garde qui tire les masses ouvrières qui sont pas suffisamment éduquées, pas suffisamment prêtes, pas suffisamment tout ce qu'on veut, qui sont très en avance, mais il faut pas les prendre pour des idiots ou des imbéciles. Ce sont des intelligents violents, et c'est une partie de la problématique, c'est qu'en face d'eux, il y a des gens tout aussi intelligents et tout aussi violents, et qui sont dans une autre type de violence révolutionnaire, mais plutôt nationaliste et identitaire. Et d'ailleurs, si vous parlez du jeune Quentin, immédiatement revient à notre esprit le jeune Clément Méric, tué lui dans une rencontre fortuite à la sortie d'un magasin de chaussures, où les deux groupes d'ailleurs achetaient le même style de souliers. Écoutez la défense de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui dit, il a une expression sur Quentin aussi, et il dit, mais oui, il y a une espèce de complot contre nous. On essaie de monter une intention contre nous que nous n'avions pas. Ainsi, je veux dire à ceux qui, pour utiliser la situation, pour en faire un usage politicien, ont prétendu que cet homme était là quasi par hasard et qu'il était venu peut-être pour une amicale partie de canasta ou bien pour enfiler des perles, que c'était un militant politique qui était venu dans le propos délibéré d'associer son action à celle d'une milice, car depuis, cela est prouvé. Il n'y a jamais eu un guet-apens monté spécialement contre lui, même si en effet, à la fin, il y a une violence tout à fait insupportable qui s'est déchaînée contre lui. Alain Boer, soyons complets, hein. Jean-Luc Mélenchon a aussi dit « j'éprouve de la compassion pour Quentin ». Dès le début. Mais quand vous l'entendez en quelque sorte dire ils se cherchaient les uns les autres, tous, que répondre à ça ? Malheureusement, c'est une option. Ça ne justifie en rien l'explication de la troisième phase, qui, elle, est un meurtre. Pas une confrontation, pas une rixe, pas un duel. Mais le début de cette opération, et notamment la localisation, qui à mon avis est l'élément central de la manière dont on doit interpréter les choses. Et de ce point de vue-là, ce que vous montrez en image avec les ABCD, vous aviez fait un peu plus tôt dans la journée sur LCI et TF1 une représentation géographique où vous voyez bien les positionnements des individus. Ils n'ont aucune logique cohérente par rapport à l'événement qui est le meeting, la rencontre, la conférence à Sciences Po. Et donc, celle-ci, à mon avis, est l'élément le plus
impressionnant ou le plus précis de compréhension de l'événement. Je crois qu'il y a une rencontre plus ou moins organisée, un processus quasiment initiatique de montrons nos muscles, montrons qui on est, réglons nos comptes, qui se passe dans une phase 1 avec des dégâts relatifs mais réels, tout ça ne se passe pas, on ne jette pas des fleurs, et une phase de meurtre, de violence, de lynchage, qui est quelque chose de très particulier et qui n'est pas la nature habituelle de ce type d'événement. Quel est le risque de dérapage plus général ? L'ancien patron de la DGSI était notre invité il y a quelques semaines et l'actuelle directrice, et l'un et l'autre disaient il y a en France un risque. Combien sont-ils d'après vous les militants de la gauche extrême et de la droite extrême ? Plusieurs milliers. En fait, plusieurs milliers désormais, parce que les notes qui sont faites, la gendarmerie nationale vient de sortir il y a quelques jours une note d'analyse sur l'évolution des risques violents et terroristes. Il se trouve que désormais, on a à peu près tout. On a le terroriste islamiste qui revient, le terrorisme extrémiste qui se réveille, le terrorisme issu de pays étrangers du fait de la situation conflictuelle particulièrement en Europe, et puis un renforcement de la haine dans la capacité à exprimer les choses. Mais la haine pour des raisons climatiques, pour la raison écologique, pour un permis de construire, parce que le maire vous a dit non, ou qu'il a dit oui d'ailleurs. Bref, tous ces éléments-là amènent un niveau de violence physique inédit en temps de paix, et notamment sur le critère le plus simple, le plus carré, homicide et tentative d'homicide, je vous l'indiquais, le chiffre le plus élevé, plus de 5000, dans un pays où on meurt peu traditionnellement, et où le plus bas a été atteint en 2011-2012 avec environ 600, on est à environ 1000 homicides, 50% de plus, c'est pas rien, et près de 5000 homicides et tentatives. C'est gigantesque avec une accélération historique. Alors évidemment, ça amène à des règlements de compte individuels, des règlements de compte racistes, des règlements de compte antisémites, des règlements de compte islamophobes, des féminicides, des règlements de compte entre mineurs, des mineurs tueurs à gages. Je rappelle que Europol a sorti une note en disant il se passe des choses, attention, des recrutements et surtout une absence totale d'empathie ou de prise de responsabilité et même de remords. Et une partie du problème est aussi celui-là. C'est une violence ordinaire commise par des gens ordinaires qui ne comprennent pas qu'il y a une limite à l'usage de la violence pour régler ses comptes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quasiment plus d'espace public de médiation et de gestion, tant l'État s'est retiré de l'essentiel de ses missions sociales, éducatives, policières, sécuritaires, militaires, judiciaires. Il a paupérisé l'intégralité de son dispositif au nom d'une pseudo-globalisation heureuse, et ce que j'explique dans les livres, notamment celui-là qui est le 5e d'une série, qui est la globalisation piteuse, c'est nous avons détruit tout ce qui faisait la colonne vertébrale de la réalité du fonctionnement, de la promesse de l'État qui est la protection. Là, ce que vous décrivez est quand même très apocalyptique. Si vraiment il y a des milliers de militants... Je suis lucide. Oui, mais enfin, pardon, quand c'était la République de Weimar en Allemagne, sortait du la crise de 29, où les gens, il y avait la dévaluation, ils arrivaient. Mais la République de Weimar, comme vous le savez, a été la plus brillante, la plus heureuse, la plus créative, et elle a abouti au nazisme. Oui. Moi, je suis simplement dans une situation... Est-ce qu'on vit des heures aussi dramatiques où même dans un pays, il y a de la pauvreté en France, il y a beaucoup de problèmes en France, mais enfin, on n'est pas dans la crise de 29, et malgré ça, il y aurait des extrêmes qui se développeraient à ce point-là. Ben bien sûr, puisque le politique ne fait plus son métier, du tout. Du tout. Il est absent. Qui va m'expliquer que le budget est un succès phénoménal pour l'avenir de la France ? Mais on ne devient pas extrémiste parce que le budget n'est pas tenu. Non, mais on devient extrémiste parce qu'à l'intérieur des éléments où vous n'avez plus de capacité d'aller à l'hôpital, plus de capacité à avoir un service public qui fonctionne à côté de chez vous, plus de capacité à ne pas avoir peur quand vous mettez vos enfants dans le périscolaire ou quand vous mettez vos enfants à l'école. On en est là ? Ben bien sûr, écoutez les gens. Il se trouve que j'ai la chance, grâce à vous, mais aussi grâce à d'autres émissions, que les gens me parlent dans la rue et ne m'agressent pas, jusqu'à présent. On va voir si ça dure. Ils me racontent leur vie. Je prends le train, ils me voient dans des dédicaces, des séances, des dialogues, des conférences. On peut tout se dire. Le mépris, l'arrogance avec lequel la noblesse d'État traite la population en sous-estimant leur capacité à comprendre, en les écartant, en changeant d'avis tout le temps, sans s'excuser, sans s'expliquer, a créé une défiance généralisée. Et la défiance, au bout d'un moment, ça passe par la violence. Est-ce que c'est une forme de déclin ? On passe vraiment pour un imbécile, pour un décliniste facile quand on dit ça, mais Badinter disait par exemple, il y a eu une espèce de rêve, les fameuses, la parenthèse enchantée. Oui. On disait, on sera toujours plus doux, toujours plus prospère, toujours plus civil, et puis on découvre maintenant qu'on redevient moins
moins doux, moins prospère, moins civilisé. Mais la globalisation heureuse, elle a duré 10 ans. Après, on a découvert que c'était une illusion, un mensonge, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, que nous nous sommes appauvris, que nous nous sommes vassalisés, que nous sommes face à aujourd'hui les États-Unis qui nous disent, voilà, nous, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. La Chine, qui est devenue la grande superpuissance, qui est en train de dépasser les États-Unis. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mais ça date pas d'hier, ça date de Deng Xiaoping quand il crée le communisme de marché, c'est-à-dire le capitalisme sans la démocratie. Et nous laissons faire Tiananmen 89, ça dure quelques semaines, et nous hésitons parce que nous avons tellement peur du chaos que nous voulons garder un régime stable, donc autoritaire. Nous ne faisons rien. Que se passe-t-il en Iran? Des dizaines de milliers de morts présumés, et un débat permanent sur est-ce qu'on veut un changement de régime ou est-ce qu'on veut juste qu'ils réduisent leur capacité militaire. Vous en parliez au tout début. Il n'y aura probablement pas d'accord avec l'Iran car il ne peut pas y en avoir. Et donc le processus de confrontation militaire est inscrit. Alors nous venons d'entrer dans Ramadan et donc évidemment c'est compliqué d'entamer un conflit pendant le mois sacré des musulmans. Vous savez qu'il y avait une fenêtre de tir qui était 11-15 février. C'est le moment où les services de renseignement américains et israéliens ont compris que l'ampleur du renouvellement militaire iranien était telle que le risque de perte considérable des moyens qui étaient envoyés avec la première armada était tel qu'il fallait en envoyer une deuxième. Si on revient aux événements en France, vous êtes bien l'ancien patron des francs-maçons, vous nous avez rappelé le carême et Ramadan. Vous avez d'autres fêtes. Non, c'est bien. Le carême, c'est aujourd'hui. Quand on voit. Aujourd'hui, c'est le mercredi décembre. C'est le mercredi décembre, vous avez raison. Oui. Pénitence, repentance et renaissance. Voilà. Vous retournerez au droit canon, cher Repentez-vous, ce sera très bien. Regardez là, je ne sais pas si on a reçu les images. En l'occurrence, ce sont les militants nationalistes qui manifestent à Toulouse sur le thème, en gros, vengeance pour Quentin. Oui, bien sûr. C'est un risque. Évidemment, on entre ici. Il risque des représailles. De représailles possibles. Oui, bien sûr. Alors ça fait partie, d'ailleurs ça a toujours été le cas, il y a toujours des représailles. Toutes les semaines, il y a un ou des événements qui amènent à des agressions, des rencontres, des duels, des règlements de compte, sur toute une série de sujets. Là, on entre dans un risque majeur de règlement de compte entre groupes politiques constitués, avec une jeune garde dissoute, affaiblie mais existante, qui va essayer de tenir ses positions, et des militants nationalistes qui vont bien évidemment décider de se venger. Est-ce qu'il y a un risque de craquage? C'est François Hollande, dans un livre qui avait fait beaucoup de bruit quand il s'était confié d'ailleurs un peu imprudemment à Davet et l'homme. Le livre qui n'aurait pas... Voilà. Le président n'aurait pas dû dire ça, ce qui n'aurait pas dû permettre de faire paraître le livre. Il faut toujours se méfier des journalistes. Vous vous méfiez, c'est très bien. Oui. Quand il disait, il y a dans les banlieues notamment un risque vraiment de craquage. En l'occurrence, il parlait... Mais ce n'est pas un problème de banlieue, c'est une erreur d'analyse. Ce n'est pas un problème social, c'est un problème politique. C'est un problème politique d'une vision d'une société qui soit va s'effondrer, soit va se régénérer. Et c'est un choix. Les deux mouvements qui s'affrontent aujourd'hui sont des mouvements révolutionnaires qui tous les deux parient sur l'effondrement de la société. L'élément intermédiaire, celui qui devrait ouvrir une possibilité, une voie, est un élément qui s'est tellement... noyé dans les compromis, les discussions, les débats, l'incapacité à fournir une idée qu'ils ne sont pas arrivés. Je ne crois pas, moi, à 1930, je crois à 1958, c'est-à-dire le moment où tout d'un coup, en pleine crise d'Algérie, au moment où ce pays est en train de s'effondrer entre deux mouvements terroristes, le FLN d'un côté, l'OAS de l'autre, il y a une apparition miraculeuse qui est celle du général de Gaulle. Qui sera le général de Gaulle? Eh bien, c'est un grand débat et je souhaite qu'on en trouve un assez rapidement. J'aimerais qu'on dise un mot de la victime, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, quel que soit l'enchaînement, on découvrira ce qui s'est passé très exactement, mais ce jeune Quentin, 23 ans, quand on voit son image, de Figaro a fait un très beau portrait de lui, alors il fait partie de cette génération, et puisque vous parlez de religion très engagée, qui revient à une religion catholique très, très intense, d'ailleurs, de même qu'il y a des musulmans qui reviennent ou qui vont à une religion très, très intense. Qu'est-ce qu'il incarne d'après vous ? Un mouvement d'engagement d'une jeunesse qui n'est pas du tout perdue, qui est prête. Nous avons eu un débat chez vous avec le général De Villiers qui montrait à quel point cette jeunesse était en attente d'un engagement, de rêve, de capacité, bref, de tout ce que la politique ne lui apporte pas. Et donc quand la politique, la belle politique, la politique de la politique, pas des politiciens et des politiciens, manque de réaliser ce pourquoi elle a été créée, eh bien elle crée un espace vide et la nature a horreur du vide. Donc les extrêmes s'y engouffrent et la violence
est là pour accoucher d'un autre monde, celui qu'ils veulent, qui n'est pas celui que nous souhaiterions, mais qui est mieux que rien du tout. Et il faut bien comprendre ça. Ce sont des militants engagés avec des idées. Ce ne sont pas que des brutes épaisses avec des biscottos, quoi qu'on pense de ce qu'ils ont fait. Et par ailleurs, le jeune Quentin est une victime. C'est pas son procès, c'est pas son engagement qui est en cause. C'est le fait qu'il ait été tué, probablement pour ses idées, et que personne ne devrait tuer pour ses idées. Absolument personne. On va arriver dans quelques instants à des images extrêmement impressionnantes qu'on va détailler ensemble. Je rappelle en passant votre livre Chine, la revanche de l'Empire, c'est la fin de l'Occident, point d'interrogation chez Fayard. Il y a une trilogie, au commencement était la guerre, tu ne tueras point, déclinocène, 5 livres. Et la conquête de l'Ouest. Au travail pour le suivant.